bienvenue à notre webinaire de ce soir, premier webinaire de l'année 2025. Du coup, on en profite également pour souhaiter à tous et à tous une très très bonne année 2025, vu que c'est la première fois qu'on se voit pour cette nouvelle année. Nous vous passons les meilleurs vœux de la part de IBA Geneva, de la part d'IBA France, mais je pense également, Olaf, tu souhaites les meilleurs vœux à tout le monde. Bah ouais, tiens. Bonne idée. Des vœux régénératifs, on va dire. Au fur et à mesure. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2025 où nous recevons Olaf sur la thématique devenir régénératif et créer de la valeur pour les vivants. Bonsoir Olaf et merci de Bonsoir. participer à ce webinaire. Euh, Avec plaisir. Côté IBA également, France et Genève, nous avons Christina Cardic, Christina qui sera avec nous pour faciliter Bonsoir. l'intervention de Olaf. On reviendra tout à l'heure. Christina vous donnera la parole parce qu'en effet, ce soir, nous mettons en place un webinaire qui se veut être interactif, où vous aurez la parole, où on aura besoin de vos propositions, où on aura besoin que vous interveniez pour que celui-ci soit enrichissant pour tout le monde. Ah ouais. Alors, avant de donner la parole à Olaf, je reviens un petit peu sur les chapitres IBA France et IBA Geneva. Donc, il faut savoir que IBA est une association professionnelle qui est basée au Canada, qui coordonne, représente un petit peu les business analysts. C'est une Mm. association professionnelle pour et créée pour et par des business analysts. Elle existe depuis 2003. C'est une association qui est également répartie sur différents pays sous forme de chapitres, d'où les chapitres français, IBA France, et le chapitre suisse romande, IBA Geneva. Nous avons également d'autres partenaires que nous remercions également pour leur soutien durant l'année pour venir nous aider et puis participer à toutes nos actions. Nous revenons un petit peu sur qu'est-ce que l'ABA, l'ABA ou analyste métier. On avait retenu le terme Ouais. analyste métier pour la traduction française du business analyst, va notamment définir la pratique, la norme de la pratique de la business analyse. Et cela en produisant différents guides, différents livres, mais également propose des certifications. Je Mm. l'avais dit tout à l'heure, on a également des chapitres. Les chapitres ont, eux, vocation à réaliser une animation locale, une animation dans les pays, dans les régions dans lesquelles se situe le chapitre. En outre, pour la France, IBA France, et pour la Suisse romande, IBA Genève. Alors, IBA propose, comme je le disais, différents livres, différents guides, dont notamment le premier, le plus connu, qui est le BABOK, qui est le Business Analysis Book of Knowledge, qui est le corpus de connaissances de la pratique de l'analyse métier. Mais tout autour, IBA propose de nombreux autres livres, guides. Alors, certains sont également associés à des certifications, on reviendrai dessus, mais sont notamment connus le modèle de compétences de l'analyse métier avec le Business Analysis Competencies Model, un résumé du BABOK avec les standards de la business analyse. Vous avez des managers ou autres, vous sentez qu'ils n'arrivent pas à vous manager, ben nous avons prévu également la solution. On a comment manager des business analysts, c'est perles rares, justement, et également nous avons un livre sur comment mener, comment amener, comment passer, comment mettre en œuvre une stratégie, comment passer de la stratégie à son exécution. Ok. Tous ces livres tous ces guides sont associés, alors principalement le BABOK, sont associés à ce qu'on appelle les certifications core, les certifications principales de l'ABA, qui sont ECBA, le premier niveau, CCBA, le second niveau, et le niveau CBAP. J'en profite pour rappeler que IBA Geneva a lancé son groupe d'études et côté français, nous avons la première réunion de lancement du groupe d'études qui prépare à ces trois certifications le 6 février. Et donc, naturellement, vous êtes les bienvenus car cette réunion de lancement est gratuite, ouverte à tous. À côté de ces guides, il y a également d'autres certifications autour de la pratique dans certains contextes de Mm. l'analyse métier, dont notamment la pratique dans le système agile avec l'extension agile,
La pratique orientée plutôt donnée avec le guide du Business Data Analytics. La pratique de la BA dans le cas de cybersécurité, alors là aussi, on se demande, hein, c'est quoi le rapport? Ben oui, parce que la cybersécurité est certes un élément très technique, mais qu'est-ce que va faire le BA dans ce type de sujet, dans ce type de contexte? Il va aider justement un décideur à définir où est-ce que l'on doit positionner les systèmes de protection qui seront à mettre en Mmh. œuvre. En somme, il va faciliter, vulgariser par rapport à des sponsors ou autres et aider à faire des choix par rapport à des risques, par rapport aux expositions, des systèmes de cybersécurité qui sont à mettre en œuvre au niveau des sociétés. Cette certification et ce livre sont d'ailleurs également écrits par IBA, mais également proposés par l'association Computer Society, la IEE, et le dernier guide, le plus récent, hein, qui est un métier ou plutôt une transformation du mixte Product Owner et Business Analyst, qui est le Product Ownership Analysis, qui est un rôle que l'on voit petit à petit apparaître, hein, alors beaucoup chez nos voisins outre-Atlantique, hein, qui sont assez ouverts là-dessus. Nous commençons à le voir doucement. C'est notamment lié à à la transformation de l'entreprise qui cherche à devenir beaucoup plus agile et où Mmh. le business analyst et le product owner vont mélanger d'une certaine manière un rôle similaire. Et qui dit mélange de rôle, mélange d'activités, de métiers, voudra dire mélange de compétences. Et donc, on revient un petit peu sur toutes les compétences que l'on peut retrouver en BA, mais également dans tous les éléments qu'on peut retrouver dans les manifestes agiles, les approches Scrum Master, etc. Pour revenir sur les chapitres, ben, nous sommes ce soir deux chapitres, IBA Genève et IBA France. Mmh. Côté IBA Genève, donc nous avons à peu près tous les mêmes, quel que soit le chapitre, les mêmes activités généralement. Côté IBA Geneva, les activités sont orientées, ben, le congrès annuel, l'organisation d'un congrès, où d'ailleurs le dernier était le 12 novembre sur la thématique du développement durable, et où vous avez été à peu près une 150aine de participants à Genève à nous retrouver, hein, et pour parler de BA appliqué au contexte écologique, au contexte développement durable. Et d'ailleurs, ce soir, nous sommes dans la continuité de ce congrès qui est proposé avec l'intervention de Olaf. Sont également organisés des ateliers ou des webinaires également, alors ateliers plutôt en présentiel du côté de Genève ou de Lausanne. Alors ça va dépendre, hein, mais également dans ce cadre des ateliers, des rencontres telles que les BA au bar, où l'objectif c'est de rencontrer ses pairs, rencontrer les business analysts ou autres acteurs de transformation, comme j'aime bien appeler, autour d'un verre, sans forcément avoir des sujets prédéfinis. C'est juste réseauter, discuter et parler un petit peu de son métier, réseauter, Mmh. c'est peut-être trouver, changer d'employeur ou autre, je ne sais pas. Les study groupes également, donc les groupes d'études, c'est le moment où nous proposons au niveau des chapitres d'accompagner les stagiaires, les participants, à l'apprentissage du BABOK, à la découverte du BABOK, en vue de préparer une certification. Alors attention, on pourra revenir dessus le moment venu, mais les study groupes ne sont pas des formations. Mmh. C'est une manière auto-apprenante, mais néanmoins encadrée par des business analysts, de découvrir et de préparer la certification. Et Mmh. enfin, la Codo de BA, qui est plutôt organisée, réservée pour les entreprises. En somme, vous êtes dans une entreprise qui a une communauté de BA. Eh bien, nous proposons au niveau du BA Geneva de se rencontrer pour pouvoir parler des problématiques un peu communes, de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Donc, c'est des communautés d'entreprises de BA là-dessus. Côté français, ben, comme je disais, nous avons toujours un peu les mêmes activités, hein. Nous avons commencé en 2024 les BA au bar, hein, qui ont été réalisés du côté de Lyon, mais également du côté de Paris. Nous organisons également, nous avons participé à l'organisation du congrès côté Genève, mais également l'organisation durant toute l'année 2024 de nombreux webinaires, hein, sur lesquels vous avez pu, on a pu se retrouver également. Nous participons à la promotion des certifications, mais également nous intervenons dans les sociétés pour parler de BA. Alors,
chez différentes sociétés, que ce soit des sociétés de conseil ou des sociétés de secteur, hein, chez Orange, chez d'autres sociétés. Nous pouvons également intervenir pour animer vos communautés de BA, pour amener des sujets de réflexion, des éléments. Nous intervenons également dans les écoles où nous aidons les écoles à découvrir la pratique des BA. Tout ça dans l'objectif de proposer sur le marché du travail rapidement des BA formés, des BA qui savent de quoi ils parlent et dont les sociétés pourront rapidement les mettre en place et les mettre à travailler sur des vrais sujets de BA. En somme, l'une des grosses activités de IBA France est beaucoup, et comme tous les chapitres, de parler de la business analyse, mais également d'acculturer la business analyse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait en tant que BA? Quelle est la frontière du BA par rapport à d'autres métiers, etc. Voici pour ce qui est de nos différentes activités, que ce soit pour IBA, mais également les chapitres IBA. Merci de m'avoir un petit peu permis d'introduire ces éléments. Et donc ce soir, pour revenir sur notre sujet, on a réalisé l'année dernière un congrès autour du développement durable, où nous avons différents intervenants et nous avons trouvé le sujet de Olaf très intéressant pour pouvoir le mettre en œuvre, pour le déployer sous forme de webinaire et également ouvert à la communauté française et également suisse romande francophone enfin, et plus largement francophone. En effet, vous l'aurez remarqué, ce webinaire est actuellement enregistré et donc vous pourrez le retrouver par la suite sur nos différentes plateformes, sur nos différents réseaux. Et donc, Olaf, merci encore d'être là ce soir. Tu te définis comme étant un value designer, hein, expert de la conception de solutions optimales. Tu as 35 ans d'années d'expérience sur la thématique et autour des sujets de valeur. Tu as réalisé plus de 100 projets. Alors, je me souviens un jour que tu nous parlais des projets que tu avais pu réaliser dans le secteur des boissons, hein, des bouteilles d'eau, hein, que tu nous avais Ah évoquées, oui, d'autres types, hein, qu'est-ce qui avait de la valeur. Euh, ouais, euh, D'autres grandes marques, hein, Grand Soda, dont on taira le nom, euh, voilà. et donc de différents sujets sur lesquels tu intervenais. Tu es également formateur certifié Ouais, dans les écoles et les universités. Tu es également auteur. Tu as écrit 3 livres et apparemment, je ne sais pas si on peut le dire, on peut, il y en a un quatrième qui est en préparation. absolument. Tu as été président de la FAV. Donc, Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas la FAV, c'est l'Association française de l'analyse de la valeur. Il faut savoir qu'en France, c'est une des plus vieilles associations professionnelles. ouais, Tu as été cofondateur de l'Université de la valeur qui intervient notamment en Suisse romande, c'est ça? absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Qui continue ses activités. J'y suis pas très souvent, mais du coup, c'est un bébé qui pousse bien, j'ai l'impression. Bon, et donc on peut dire hein, que naturellement, tu es donc expert, mais tu es aussi un expert reconnu. Oh, Tu prêches la bonne parole autour de la valeur, d'une ça certaine oui. manière. Tu accultures les personnes au travers des formations, de tes missions, des Ouais, différents éléments avec où tu interviens. Et donc voilà. ce soir, aujourd'hui, tu viens pour nous parler valeur, naturellement, mais également de modèles de systèmes régénératifs, de modèles durables, inclusifs et régénératifs. Et donc, merci Olaf d'être parmi nous ce soir et de euh, venir participer à ce webinaire. Avec grand plaisir. Eh ben, écoute, merci à IBA France et Genève de me redonner la parole. C'est une vieille amitié longue, puisque comme on en disait tout à l'heure, je connais IBA France avant que ça existe, ou juste sur les fonds baptismaux. Et oui, excuse-moi Olaf, parce Ouais. qu'en effet, Olaf était dans la création de IBA, côté France, mais également côté Genève. Mais juste avant, ce soir, nous avons également Christina, j'en ai parlé Eh en ben oui. introduction. Ben oui, Christina qui sera avec nous, elle va faciliter. Donc, c'est Christina qui va prendre vos questions, qui va vous donner la parole, etc. Alors, vous verrez, pour le côté interactif, pour pouvoir participer, vous avez sur vos interfaces la possibilité de lever la main. On fait un petit test. Est-ce que quelqu'un peut essayer de lever la main? Lever la main, trouvez sur les petites interfaces, levez les mains. Personne ne lève la main. Ils trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Donc, en fait, quand vous êtes sur Zoom, vous pouvez voir les personnes. On a Gontran Ah qui a levé voilà, la main. Gontran a levé la main. Voilà. Donc, on a différentes personnes qui. Donc, vous pouvez lever la main. Pareil, Faye, parfait, génial.
On voit les mains qui se lèvent doucement. Donc voilà, si Super. vous avez envie de prendre la parole, vous levez la main, puis Christina vous donnera la parole. Mais également, vous pouvez directement communiquer dans le chat également, et Christina relayera vos informations. Du coup, cette fois-ci, je te donne réellement la parole. Et merci à tout le monde. Merci Christina de faciliter cet atelier ce soir. Merci Olaf. Super. Avec plaisir. Allez, vas-y, à vous. D'autant que Christina me lira vos commentaires dont j'ai absolument besoin, parce que l'idée ce soir, c'est pas faire un truc one way descendant, mais de construire un truc ensemble. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Enfin, c'est comme ça que j'interviens en général et que j'aime bien. J'ai pas une vérité à révéler, pas du tout. Et du coup, c'est un échange pour construire un truc avec un outil dont vous verrez qu'il peut nous apporter des choses intéressantes. Alors, je vais partager mon engin. Pouf, en revenant sur le PowerPoint, qui est comme ça. Je vais faire comme ça. Pouf, comme ça. Alors, est-ce que je partage là? Non, je vais prendre ça, pardon, excusez-moi. Non, ça ne partage pas là. Non, mais j'étais en train de choisir entre les deux. Ça marche. Normalement, vous me voyez, c'est ça? Vous voyez Oui, le bel écran vert, oui. qui est le joli fond d'écran qu'avait choisi IBA pour le congrès. Donc, on est dans la ligne. Et en fait, bah, merci d'être venu parce que le thème du durable, bah, il est d'actualité pour tous les métiers, en particulier les business analysts, mais tous, d'accord? Mais c'est pas évident d'aller chercher ce sujet-là et puis de l'appréhender dans des mondes où on est. Bon, il y a des impacts évidents de l'ABA et de l'IT sur le développement durable et ces sujets-là. Mais l'objectif ce soir, c'est d'essayer de voir comment on peut se rendre plus facile à comprendre ces sujets-là. Parce que c'est un peu du jargon, c'est des mots difficiles. Il y a plein de façons de parler du développement durable, la soutenabilité, la CSRD. Alors maintenant, on parle de régénératif, etc. C'est des sujets, c'est des mots qu'on a du mal. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à les relier et à arriver à les mettre en œuvre dans mon boulot, quoi. En me rendant compte que bah, moi je suis donc je m'appelle value designer, mais ça veut dire que j'aide les entreprises sur les projets à créer plus de valeur, qui est aussi un gros mot. Mais il se trouve que c'est un gros mot qui est partagé avec les gens d'IBA, puisque on a donc ce que je disais tout à l'heure, j'ai participé au fonds baptismaux d'IBA France, et c'était avant, je crois, la V3 du BABOC, qui a formellement inscrit les 6 mots-clés avec partie prenante, valeur, etc. Donc on est venu parler de valeur avec la FAV sur les fonds baptismaux d'IBA France, en se rendant compte que le cœur du métier du business analyst, c'est de créer de la valeur dans l'entreprise et autour de l'entreprise. Et en fait, c'est ce point-là que je voudrais traiter avec vous, en utilisant vos points de vue en fait sur ce sujet-là. Euh, alors, j'ai un petit slide de présentation, mais bon, tout a été dit. C'est juste, voilà, j'ai fait plein de trucs. Bon, génial. Mais j'aide des entreprises depuis 35 ans. J'ai jamais fait que du conseil et de la formation. Et depuis 25 ans, avec cette démarche valeur, qui aujourd'hui est une démarche de design ou de conception, de solutions optimales dans lesquelles on va essayer de faire plus de bien, tant qu'à faire, ce qui relève de la responsabilité et puis de notre sujet, on va voir, avec moins de bien, et ça c'est de la sobriété. Donc vous voyez que la logique valeur, elle est très. Et puis le mot-clé ensemble, c'est-à-dire que c'est des méthodes que j'utilise, que j'ai apprises moi et que j'utilise avec les groupes qui permettent que tous les gens qui sont concernés travaillent ensemble à l'exploration et au choix et à la définition d'une solution optimale dans plein de domaines, des produits, des services, des achats, et de l'IT, et des process entreprises, des process industriels, des process tertiaires. Donc je fais ça depuis très longtemps, et y compris dans des sujets IT et organisationnels. Je ne suis pas un vrai business analyst, mais je suis un transformateur d'organisation et de système d'info, en y mettant plus de valeur, avec plus de responsabilité et plus de sobriété. Et là, on est en train, oui, c'est des mots-clés qu'on utilise dans le monde du durable.
Bah, finalement, je fais ça depuis très longtemps, en l'appelant autrement. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est l'objectif que je vise, qui est notre objectif, parce que c'est pas que le mien, j'espère que vous allez le partager, c'est que chacun d'entre vous, après ces quelques dizaines de minutes qu'on va passer ensemble, vous aurez pu, à partir de vos contributions, hein, parce que je vais vraiment utiliser ce que vous me donnez, si vous ne contribuez pas, je ne pourrai rien faire, c'est d'enrichir votre vision de l'entreprise avec justement cette notion de création de valeur que j'utilise moi depuis très longtemps, et en y glissant, en y intégrant les mots-clés qu'on entend dans ces mondes du vert et du demain et des transitions. Le développement durable, ça veut dire quoi? Les transitions, de quoi? Le régénératif, qu'est-ce que ça veut dire? Comment une entreprise, et donc des process, et donc de l'IT, et donc des business analysts, pourrait contribuer à une entreprise régénérative, durable, verte, voilà. Et comment on peut attraper sous tous ces thèmes qui sont du jour, en essayant de le raccrocher à la réalité de l'entreprise vue par un BA, un business analyst. Voilà l'objectif. Donc j'espère qu'il vous convient. Alors dites-moi si ça vous va, vous glissez un petit point de vue sur le chat et Christina me dira si tout va bien. Parce que je ne vais pas ouvrir le chat en même temps, sinon je vais être perdu. Alors, si ça vous convient, on démarre et je vais vous faire un exercice. On va passer une vingtaine de minutes là-dessus. Je vais me mettre l'heure là, comme ça je l'aurai sous le nez. Je mets le chrono aussi. Super. Il est Voilà, 19h, 20 donc minutes. un peu avant. Donc comme ça, je Parfait. vois à peu près ce que c'est. Et on démarre. L'idée, c'est qu'on passe une vingtaine de minutes ensemble, peut-être un peu plus, on verra, à modéliser les relations d'une entreprise avec le ou les vivants de son écosystème. C'est ça qu'on va faire. Et donc j'ai besoin dites-moi, parce que pour décider, pour modéliser ensemble l'impact d'une entreprise sur son écosystème et les vivants, l'entreprise interagit avec qui, elle échange quoi avec qui? Dites-moi. Et on va commencer comme ça. Une entreprise, dans son écosystème, avec des vivants avec lesquels elle est en interaction, elle interagit avec qui? Elle échange quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc vous levez la main et Christina vous donnera la parole et on peut discuter. Ou bien vous notez vos réponses dans le chat. J'espère que la question est claire. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné une entreprise. Je vais switcher en mode dessin pour le PowerPoint. Et du coup, voilà, je passe en mode dessin. Comme ça, je vais pouvoir dessiner sur mon petit modèle que je pense vous partager aussi. Donc, il doit y avoir des trucs qui commencent à s'écrire. Oui, je me suis permise de faire le premier, d'ouvrir Ouais, le super. bal. Donc, j'ai mis avec les fournisseurs, par exemple. Bah oui, parce que les fournisseurs, c'est des vivants aussi. Donc, voilà. Donc, je vais dessiner, voilà, représenter les fournisseurs par voilà, ils sont à l'extérieur de l'entreprise. OK. Eh ben, du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes avec l'entreprise, avec qui l'entreprise échange? Ou qu'est-ce qu'une entreprise échange avec ses fournisseurs, par exemple? À vous, qu'est-ce qui vous vient? Quels sont les échanges entre une entreprise et ses fournisseurs? Je vous écoute. Qui veut Produits, se jeter à services l'eau? Des services et produits. et des produits, du coup, qui viennent des fournisseurs à l'entreprise, c'est ça? Exactement. J'imagine. Donc, je vais les représenter en bleu. Pouf, avec un point comme ça, un point comme ça. Tac. Et du coup, il y a des produits. Hop, je suis là. Où est-ce que je suis? J'ai perdu mon pointeur. Bon, où est-ce que je suis? Je suis là. Donc là, j'ai des fournisseurs qui fournissent des produits, des services. C'est en bleu. Donc hop, des produits, des services qui viennent des fournisseurs, qui rentrent dans l'entreprise du coup.
Bah, c'est un échange dans un sens. Est-ce qu'il y a des échanges dans d'autres sens? Quels sont les échanges qu'il peut y avoir dans d'autres sens? Je vais gommer ça. J'ai des petits trucs qui... Tac. C'est Qu'est-ce qu'on a d'autre l'entreprise comme qui échange? paye un fournisseur. Excuse-moi, j'ai pas entendu. L'entreprise paye au fournisseur. D'accord, donc l'échange, il se fait dans l'autre sens aussi. Hop, donc c'est de l'argent qui sort du fournisseur. Alors je mets Alors, des euros ou des francs suisses, c'est la même chose. alors attention, parce que moi je reçois des remarques, hein, tout le monde me les envoie, je les vois moi. Ouais. Ah, Il faut bien mettre à ah tout le monde voilà, c'est pour dans ça le qu'on ne le chat, voit Ah, pas. ok, très bien. à tout le monde Bah, dans du le coup, chat, ça va parce que t'obliger à parler, alors je vois des éventuellement. transactions, on me dit des transactions monétaires, des clients, des systèmes de communication multicanaux, etc. Ah, ok, donc je vais Je rajouter suis- les clients. Merci, comme ça, voilà, merci. Ça fonctionne bien, mais on n'avait pas le bon canal. Donc Et du attention de coup, bien mettre à tout le monde dans le chat, s'il vous eh ben plaît. ouais. Donc on a parlé de transactions financières, j'imagine ça concerne les clients aussi. On est d'accord? Mais du coup, c'est pas l'entreprise qui paye les clients, c'est les clients qui payent l'entreprise, a priori. Donc oui, on l'a vu passer les clients aussi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai les fournisseurs d'un côté qui reçoivent de l'argent et les clients qui reçoivent, qui en donnent. Il y a peut-être un lien entre les deux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? L'argent qu'on donne aux fournisseurs, a priori, d'où il vient? Des clients. Bah, des clients, ça paraît logique. Donc on voit apparaître un premier flux qui est logique, quoi. Il y a un flux d'argent qui vient des clients vers les fournisseurs et un flux de produits-services qui vient des fournisseurs et où il va? Surprise. Bah, là, je vous fais pas l'injure de vous demander où ça va. J'imagine, alors il faut que je retrouve le flux, que les produits-services, ils vont des fournisseurs, ils sont transformés par l'entreprise qui va fournir, elle, des services à ses clients. Donc vous voyez, le modèle est assez simple, mais on est en train de dire, ben, vous savez quoi? Les clients, c'est des vivants. Alors, c'est pas qu'une projection, c'est la durabilité d'une entreprise, ça concerne la durabilité des vivants qui sont à l'extérieur de l'entreprise, les clients et les fournisseurs. Et cette espèce d'a priori bête et méchant, bah, finalement, l'interaction de l'entreprise avec ses clients doit permettre aux clients, grâce au service, de se sentir mieux et plus vivant, quoi. Vous voyez, on a un impact positif et la régénération, c'est juste un point de vue, un mot qu'on est venu rajouter à une entreprise a pour rôle de faire des produits. Ouais, d'accord, ok. Mais les produits, ils ne sont pas juste faits pour eux, ils sont faits pour les clients, ce qui est une évidence. Et ils ont vocation à ce que le client se sente mieux après qu'avant et à contribuer à la vitalité du client et à régénérer un client qui aurait été, qui avait un besoin, donc un besoin de quelque chose où le service a permis de régénérer le client. Et on a du coup, l'entreprise rend service à ses clients pour les rendre plus vivants, pour leur apporter de quoi être mieux vivants. Et il se trouve que ce n'est pas vrai qu'avec les clients, mais aussi avec les fournisseurs, qu'on a tendance à considérer comme des prestataires un peu secondaires. Ouais, ben, vous savez quoi, les fournisseurs ont besoin de l'entreprise, et en particulier de ce qu'elle leur donne en échange des produits. C'est de l'argent en général, pas que, mais en tout cas il y en a. Et que cet argent, c'est pas juste ah bah tiens, voilà de l'argent. Non, le fournisseur a fait un produit dans le but de pouvoir obtenir de l'argent qui va lui servir à avoir également. Alors, il faut que je suis en train de perdre mon petit pointeur. Il est là, je suis où? Je suis là. Pour amener un impact positif sur le fournisseur. Si l'entreprise n'a pas un impact positif sur ses fournisseurs, ils ne vont pas fournir longtemps, en tout cas pas ce qui permettra de créer des services qui vont être vitaux ou positifs pour le client. Donc c'est, vous voyez, un modèle hyper simple où là on a juste vu deux interacteurs vivants de l'entreprise qui ont besoin chacun, et les fournisseurs et les clients, de l'entreprise et de ce qu'elle leur donne pour être plus vivants. Et ce qui est intéressant, on s'aperçoit d'un truc, c'est que bah, finalement,
quand je parle moi de création de valeur, bah, on a décrit déjà comment une entreprise crée de la valeur pour ses clients, et tout simplement en leur livrant des services, des produits qui vont répondre à leurs besoins vitaux. En échange bah, d'argent ou d'autres choses, mais en tout cas, il y a toujours un produit qui sort de l'entreprise et le client qui donne de l'argent, ce qui est une espèce d'évidence. Mais ce qu'on appelle la valeur dans le monde de la valeur d'où je viens, et d'ailleurs chez IBA, je pense que c'est la même chose, le client, l'entreprise crée de la valeur pour le client à travers les services en échange de l'argent. Donc le client, si on lui demande si l'entreprise crée de la valeur pour lui, c'est tout simplement à travers les services qu'il n'obtient qu'en donnant de l'argent, et l'entreprise aura créé de la valeur pour le client. Si le client perçoit un bénéfice plus important tiré du produit-service que de l'argent qu'elle a donné en échange, pardon. Du coup, la façon dont à la FAV, chez les spécialistes de la valeur, on détermine comment une entreprise crée de la valeur pour ses clients, eh ben, on va demander aux clients leur avis sur l'impact, sur leur perception de l'échange avec l'entreprise. Ça va être une création de valeur pour le client si le client perçoit qu'il a reçu plus que ce qu'il a donné. La création de valeur pour les clients, c'est assez clair. Maintenant, est-ce qu'une entreprise crée de la valeur pour ses fournisseurs? Bah oui. Alors, pas de la même façon, puisque l'échange est inversé. Vous voyez, c'est le fournisseur qui donne des produits, ou des composants en tout cas, du produit final, et qui reçoit de l'argent, qui est une partie de l'argent du client. Mais le fournisseur va ressentir que l'entreprise, crée de la valeur pour lui, si il a la perception, d'accord, chez le fournisseur, qu'il reçoit plus de l'entreprise, et là c'est de l'argent, que ce qu'il a donné comme produit. OK? Donc la création de valeur dans la notion qu'on en a, c'est la perception par un acteur vivant, sinon il ne peut pas percevoir, tout simplement, humain, a priori, du bénéfice qu'il a tiré de l'échange avec l'entreprise. Et vous voyez qu'on est en train de modéliser un truc tout simple, c'est les échanges de produits et d'argent, de produits, services et d'argent entre les fournisseurs et les clients à travers l'entreprise. On peut continuer ce petit cheminement, puisqu'on en a vu que un. L'argent du client, il va en partie chez le fournisseur, mais j'imagine qu'il va ailleurs. Oui, nous avons les salariés. Les salariés, donc je vais me renoter les salariés qui sont une autre partie prenante que je vais mettre par là-bas de ce côté-là. Donc vous voyez, on est en train de créer un petit modèle hyper simple de l'entreprise et de ses échanges avec l'environnement. Et du coup, quels sont les échanges de l'entreprise avec les salariés? Je vous donne la réponse, mais vous êtes assez grand pour la trouver tout seul. C'est une partie, c'est de l'argent qui va aux salariés, donc c'est toujours en rouge. D'où vient l'argent qu'on donne aux salariés? Si vous voulez prendre la parole. Mais a priori, il n'y a jamais qu'une seule source d'argent. Donc on peut mettre en évidence que l'argent qui va chez les salariés, c'est l'argent du client. On est en train de s'apercevoir que l'argent des clients est la seule source d'argent pour donner de l'argent à toutes les parties prenantes, aux salariés, aux fournisseurs, qui attendent de l'argent de l'échange avec l'entreprise. Et alors, on se dit, bah oui, mais les salariés, ils sont dans l'entreprise. Ouais, mais l'argent, il sort. Ça, c'est sûr. Le chèque en fin de mois, peut-être qu'on peut considérer l'entreprise comme une partie constituante, le salarié, pardon, comme une partie constituante de l'entreprise. Et en effet, les salariés, je peux les mettre dans l'entreprise. C'est une vision, c'est une vision classique de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Je suis en train de faire un dessin qui ne va pas. Pardon, je reviens en arrière. Hop. Je vais refaire le petit dessin. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, les salariés, je suis en train de gribouiller, excusez-moi. Les salariés sont dans l'entreprise
et les entreprises font attention à ce que les salariés se sentent à l'intérieur de l'entreprise, mais l'entreprise échange avec les salariés en dehors de l'entreprise avec leur compte en banque à l'extérieur et l'argent sort. Du coup, on peut considérer les salariés comme des parties constituantes quand ils sont des rouages de l'entreprise pour que quand ils sont en dehors de l'entreprise, ils puissent vivre mieux. Et du coup, on retrouve, vous voyez, ce même point de vue que les salariés pourraient bien, enfin, a priori, l'entreprise a bien un échange avec ses salariés qui finissent par se trouver mieux de l'échange avec l'entreprise à travers l'argent et toutes les autres choses. Hein. On pourrait mettre plein d'autres choses, mais il y a en tout cas de l'argent qui vient des clients. Et on voit que on a le même type de relation de l'entreprise avec la partie prenante salariée qui donne de l'argent. Maintenant, on ne leur donne pas de l'argent juste pour leurs beaux yeux, c'est parce qu'ils sont venus donner quelque chose à l'entreprise et que, évidemment, il y a des échanges. Comment vous appelleriez les échanges entre les salariés et l'entreprise? Quelqu'un a envie de dire un truc? C'est un peu banal, c'est un peu bateau, mais a priori, enfin, si ça ne vient pas, il y a bien quelque chose qui vient des salariés à l'intérieur de l'entreprise et c'est leur travail. Ok? C'est leur temps, c'est leurs compétences, c'est leur motivation. Effectivement, on a mis travail, salaire. Super. Donc c'est un échange. C'est un peu banal, hein, tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'enfiler un collier de perles, mais finalement, on est en train de se rendre compte que l'entreprise a des échanges avec des vivants, qui sont des gens, les salariés, les fournisseurs, les clients, et que l'entreprise a, pour ces gens-là, une raison d'être. Les salariés, ils sont en relation avec l'entreprise pour vivre mieux que sans l'entreprise, en donnant à l'entreprise des choses dont dispose le salarié, du temps, de la compétence, des choses comme ça, en les mettant au service de l'entreprise, en échange de quelque chose qui va leur permettre de vivre, parce que l'argent, ce n'est pas juste pour mettre dans leur compte en banque, c'est pour vivre, tout simplement. Donc, vous voyez que les gros mots de l'entreprise au service du vivant, bah ouais, c'est juste les gens avec lesquels l'entreprise interagit, les parties prenantes extérieures, attendent de l'entreprise de quoi vivre mieux en échange de ce qu'ils leur ont donné. Et on voit aussi, donc, comme pour les autres, les clients et les fournisseurs, eh ben, l'entreprise doit créer de la valeur pour ses salariés et on va la mesurer de la même façon, vous voyez, avec ce petit schéma tout bête, c'est que le salarié va considérer que l'entreprise crée de la valeur pour lui si il reçoit plus de l'entreprise que ce qu'il a donné en échange. Et alors, l'échange n'est pas le même, mais le mode de création de valeur est toujours le même. L'entreprise crée de la valeur pour ses parties prenantes en échangeant avec chacune des parties prenantes des choses qui vont venir de la partie prenante vers l'entreprise et des choses qui viennent de l'entreprise vers les parties prenantes. Et cette petite modélisation, alors c'est un peu brouillon, hein, mais vous voyez où on va. Le travail des salariés, bah, qu'est-ce qu'il devient dans l'entreprise? À quoi contribue-t-il? Eh ben, on peut poursuivre la flèche, il ne fait pas qu'entrer dans l'entreprise, il va tout droit dans la constitution, la fabrication, la livraison des services aux clients. Donc on refait le lien entre le travail des salariés, les composants, les prestations des fournisseurs qui servent à fabriquer un produit, un service qui va être livré aux clients en échange d'argent qui va aller rétribuer les fournisseurs, rétribuer les salariés et bah, probablement il y a d'autres vivants autour. Allez, faisons la liste des gens, des interactions, des vivants avec lesquels l'entreprise a des interactions. On en a nommé 3. Qui y a d'autres qui est Nous important? avons aussi législateur, Le législateur, absolument. oui. Après, nous avons marque, garantie, communication multicanal, transaction monétaire. Alors, législateur. Les autres, c'est des échanges, ce n'est pas des personnes ou des vivants. Je note le législateur, oui, il y a bien une interaction entre l'entreprise et le législateur. Investisseur, Les investisseurs.
Donc, Remarque généralement, pour toi, Olaf, ouais, n'arrive-t-on pas à un schéma similaire avec une société au sens communauté-État? absolument. Bah, c'est-à-dire que là, j'ai pris entreprise au sens général. On peut mettre État au milieu et modéliser de la même façon la façon dont une organisation, quelle qu'elle soit, interagit avec des gens à l'extérieur. Donc c'est un outil de modélisation, je peux modéliser n'importe quoi. En fait, c'est un outil que j'utilise sur n'importe quoi pour savoir à quoi ça sert. Et quand vous posez la question à quoi ça sert une entreprise, eh ben, ça sert à donner, transmettre, livrer, fournir à des vivants, à des entités dans lesquelles il y a des humains, des vivants, des choses qu'ils attendent en échange de choses qu'ils vont donner. Et donc la vision de à quoi ça sert une entreprise, je suis en train de la construire avec vous, de la dessiner, parce que tout le monde sait, bah, une entreprise, a priori, ça sert à ses investisseurs. Bah ouais. Et est-ce que les entreprises créent de la valeur pour leurs investisseurs? Bah ouais. Quand vraiment on va la matérialiser, la mesurer, bah on peut la tracer en allant demander aux investisseurs qu'attends-tu de l'entreprise? Et il va nous répondre, c'est-à-dire qu'il y a des chances qu'il nous répondent quelque chose comme je voudrais de l'argent, d'accord? Ce qui est une vision classique de à quoi ça sert une entreprise. Ça sert à donner de l'argent aux investisseurs. Bah pourquoi pas? Et l'investisseur va mesurer la création de valeur de l'entreprise pour lui en termes financiers, comme l'a fait le salarié, comme l'a fait le fournisseur, mais pas comme l'a fait le client. Le client, il mesure la valeur que lui crée l'entreprise, pas par rapport à l'argent, puisque c'est lui qui le donne, mais par rapport à l'utilité des services et des produits. Et l'argent que reçoit l'investisseur, bah, c'est pas un méchant, l'investisseur, c'est peut-être un fonds de pension. Mais un fonds de pension, c'est quoi? Bah, c'est un retraité américain qui a mis son épargne dans une entreprise pour lui dire t'es gentil, je te le mets là parce que dans 20 ans, je vais en avoir besoin et je vais en avoir besoin longtemps. Donc t'es gentil, tu me fais fructifier cette épargne-là de façon à ce que dans 20 ans, je récupère mon argent. Et du coup, la création de valeur d'une entreprise pour un investisseur, bah, c'est aussi un échange. On ne donne pas l'argent à l'investisseur pour ses beaux yeux ou parce qu'il le demande. Oui, il le demande, mais il le demande en échange de quelque chose. C'est un peu une évidence. Un investisseur, il a commencé par investir. Donc il y a un flux d'argent dans l'autre sens qui est venu, qui est préalable en fait, hein, qui est l'investisseur qui précède l'entreprise et son capital, parce qu'il faut bien payer les salariés avant de pouvoir fabriquer un produit, payer les fournisseurs avant de fabriquer un produit, à vendre à un client qui un jour nous donnera de l'argent, qui va servir à payer tout le monde, et où le reste de l'argent, après avoir payé les salariés, les fournisseurs et les salariés, eh ben, on va payer les investisseurs. Et donc, quand on parle de création de valeur par l'entreprise, on peut le voir d'une façon classique bah, ça sert à faire gagner de l'argent aux investisseurs, hein, aux investisseurs, euh, aux actionnaires. Certes, c'est une bonne vision, et la création de valeur de l'entreprise pour l'actionnaire, elle est dans les mêmes termes que pour les autres. C'est un investisseur va considérer qu'on crée de la valeur s'il a l'impression de recevoir plus que ce qu'il a donné. Et donc, ça s'appelle la mesure de création de valeur d'un investisseur, c'est le retour sur un investissement, c'est qu'est-ce qu'il a reçu, des dividendes, tant qu'il est actionnaire, et puis quand il revendra l'action, il va avoir peut-être une plus-value sur l'action, et donc il récupérera son investissement d'un autre investisseur avec une plus-value qui permettra aux retraités du fonds de pension américain d'être plus vivants plus longtemps. Donc vous voyez, même les visions un peu idéologiques de l'investisseur méchant capitaliste qui veut gagner du pognon, bah ouais, les investisseurs, les retraités américains, si le fonds d'investissement ne gagne pas d'argent, ils meurent. OK? Donc vous voyez que je suis en train de faire le lien entre les échanges d'une entreprise avec les personnes vivantes à l'extérieur et les entités, mais qui ne sont que des regroupements de personnes
qui attendent de l'entreprise des choses qui leur sont nécessaires pour vivre, pour se régénérer, pour être mieux après l'échange qu'avant. Nous sommes à Et 20 du minutes. absolument, Et merci, nous avons super. aussi quelque chose que je trouve très, très bien, un Ouais, autre vivant de l'écosystème, la société civile. absolument. Et alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait continuer. Alors, il y en a un qui n'est pas sorti, que pourtant on est en train de parler de développement durable. Alors, on parle de société, merci, parce qu'en développement durable, on parle de la société, je le note. Quelle est l'autre partie prenante de l'entreprise qui est concernée par le développement durable? Quelqu'un va y penser, j'imagine? Ouais, non, ça sort pas? Si on attend tout le monde. On attend Quelqu'un tout qui le a dit monde. tout le monde. Alors, ouais, c'est marrant parce que ce terme de société, c'est un peu un mot valise. Mais en fait, alors, vous voyez, j'ai construit le truc et on va voir que si je passais 3 quarts d'heure avec vous, on finirait par avoir un modèle complet de tous les échanges d'une entreprise avec chacune de ses parties prenantes, chacun des types de parties prenantes, avec le législateur, avec la société, avec etc. et les autres. Et du coup, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est on va changer un peu de mode de fonctionnement. Je vais repasser en mode présentation et je vais vous montrer le résultat de qu'est-ce qui se passe quand on a fait ce truc-là et qu'on le met au propre. Et en fait, voilà le schéma auquel on arrive. Et vous voyez, j'ai pris que vos réponses aux questions. J'ai fait cet atelier plein de fois, dans plein de mondes différents. Là, on est avec des business analysts. Je l'ai fait ce matin avec des étudiants en design. Alors, juste rien à voir. Qui sont même pas sortis de l'école, enfin si, ils sont alternants, quoi, vous voyez. Je l'ai fait l'année dernière, fin 2023, à l'université d'été du MEDEF, à côté de Paris, là, avec des cadres dirigeants d'entreprises du MEDEF. Donc vous voyez, on est sur des populations très différentes. Et à chaque fois que je fais faire le même exercice, on arrive au même résultat qui est celui-là, si on a suffisamment de temps. Et vous voyez qu'on retrouve sur ce schéma les clients, les fournisseurs, alors les employés, les salariés, les investisseurs. Il n'y a pas le législateur, mais il est là, il est caché dans l'État, d'accord, où on pourrait le rajouter. Il y a des choses. On retrouve la société, on retrouve des consommateurs, parce que ce n'est pas toujours les clients qui sont consommateurs, et donc le produit, il est acheté par un client qui va le revendre à un consommateur qui va consommer. Et vous voyez qu'on a une partie prenante qu'on n'a pas citée dans notre échange, mais en poursuivant un peu, on y serait arrivé. C'est la nature, c'est l'environnement naturel, qui est un autre vivant ou un collectif de vivants, okay, avec laquelle l'entreprise a une interaction. Toutes les entreprises du monde ont une interaction avec l'environnement naturel. Toutes, les grosses, les petites. Exemple, pour prendre un exemple d'entreprise, on va dire Total Energy, histoire de prendre, puisqu'on est dans le développement durable, autant prendre une caricature, ou un truc très fort, quoi. Quand on parle de Total Energy dans le monde du développement durable, tout de suite, il y a des réactions. Bah, quand vous modélisez l'entreprise Total Energy, vous apercevez que son fournisseur principal, c'est la nature, en direct, ce qui est un cas particulier. Donc on s'aperçoit qu'une entreprise qui est plutôt pas citée comme un modèle dans ses relations avec l'environnement, elle tire un profit, pratiquement l'entièreté de son profit de ce que la nature lui donne. Et que, à l'inverse, une entreprise qui serait à l'autre bout du spectre du sustainable, c'est un maraîcher bio. Eh ben, vous modélisez l'activité d'une entreprise de maraîcher bio, vous tombez exactement sur le même modèle. Où évidemment, le maraîcher tire tout ce qu'il a à donner à ses clients, comme Total Energy, directement de la nature. Alors, il n'y a qu'une différence entre les deux. Donc, et quand vous modélisez une entreprise, quelle qu'elle soit, je l'ai fait plein de fois, y compris dans des entreprises, pour des boards, pour des séminaires d'entreprise,
où on leur demande de modéliser leur entreprise, on s'aperçoit qu'une entreprise est toujours en relation avec des entités extérieures qui sont toujours des vivants, alors humains ou pas, collectifs ou pas, des petits oiseaux, les ruisseaux, le pétrole, la pluie, la terre, vous voyez, quelle que soit l'entreprise. Une entreprise, même, je sais pas, il doit y avoir des entreprises de business analyse parmi vous, des consultants en business analyse. Alors, vous n'avez peut-être pas l'impression d'être en interaction avec la nature, mais si vous avez un ordinateur sur votre table, rien de ce qu'il y a dans votre ordinateur ne vient pas de la nature. Tout ce qui est dans votre ordinateur vient de la nature, pas forcément en direct, ok, comme le pétrole ou les légumes du maraîcher bio, mais à travers des chaînes de valeur, à travers les fournisseurs de rang 1, de rang 2. Au bout, il y a la nature. Et il se trouve que les produits et les services qu'on livre à nos clients, que les entreprises livrent à leurs clients, finissent chez des consommateurs qui finissent forcément dans la nature, d'une façon ou d'une autre, et que on s'aperçoit qu'il y a un échange. Alors la création, les entreprises, toutes les entreprises, créent de la valeur pour leurs interacteurs, pour leurs parties prenantes. Et maintenant, c'est devenu une espèce de vision économique de l'entreprise, parler de l'entreprise comme un moteur de création de valeur pour ses parties prenantes, c'est devenu quasiment du sens commun. Ça a d'ailleurs donné lieu, je ne sais pas si vous savez, à un prix Nobel d'économie. Hein. C'est Freeman qui, je ne sais plus l'année, je crois que c'est 2008, je ne suis pas très sûr, a révolutionné la pensée de l'entreprise en quittant le modèle de Friedman, hein, l'ancien modèle de l'entreprise qui était le but de l'entreprise, c'était la plus-value financière pour l'investisseur, point barre. Freeman a dit c'est pas faux, faut pas les oublier. S'il y en a, il n'y en a pas toujours. S'ils veulent de l'argent, et ils n'en veulent pas toujours, il y a des cas particuliers, mais en tout cas, Freeman a dit l'entreprise doit créer de la valeur non seulement pour les investisseurs qui sont des gens, hein, pour leur rembourser leur investissement, mais pour chacune des parties prenantes. Et en faisant cette modélisation en quelques dizaines de minutes, je vous fais faire le même saut quantique dans la vision de l'entreprise que ce qu'a fait Freeman, qui a obtenu un prix Nobel d'économie, mine de rien. Donc vous voyez, ce petit jeu qu'on a fait là, le petit, voilà, on vous pose des questions bêtes, vous faites des réponses simples, ben, en représentant ça, on finit par modéliser une entreprise comme une entité qui est créée dans le but de créer de la valeur pour chacune de ses parties prenantes, et qu'une entreprise, qui sont des vivants, et qu'une entreprise, à terme, ne peut pas survivre, vivre, durer, être durable, si elle ne crée pas de la valeur pour chacune des parties prenantes, parce que je ne peux pas, par exemple, créer de la valeur financière pour l'investisseur, si c'est ce qu'il me demande, si le client ne m'a pas donné de l'argent. C'est tout. Donc, je ne peux pas créer de la valeur pour l'investisseur si le client ne me donne pas son argent. Ouais, mais il ne va pas me donner son argent pour l'investisseur. Non, il va donner son argent en échange d'un produit, d'un service et d'autres choses qui vont lui apporter plus que l'argent qu'il donne. Donc, l'entreprise ne peut pas créer de valeur pour l'investisseur si elle ne crée pas de valeur pour le client. Et elle ne peut pas créer de valeur pour le client si elle ne crée pas de la valeur pour le fournisseur et les employés. Elle ne peut pas créer de valeur si elle ne crée pas de la valeur pour l'État, par les taxes. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise donne de l'argent à l'État? Elle est obligée. Ouais, mais enfin bon, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « je voudrais bien en donner le moins possible à l'État ». Ok? Pourquoi je donnerais de l'argent juste parce que c'est obligé? Ouais, je préfère le garder pour mes actionnaires, par exemple. Ouais, bah en fait, l'État, il collecte de l'argent de l'entreprise qui ne sert que à deux choses, créer des infrastructures qui sont indispensables à l'activité de l'entreprise, des routes, des services publics,
euh, des frontières, une armée pour la paix, de la police pour ne pas se faire voler ses marchandises, des universités pour former des employés qu'elle va pouvoir, oui, donc, et des fournisseurs et des clients. Oui, donc l'État utilise l'argent de l'entreprise pour payer. Alors, donc les taxes sont en fait un paiement par l'entreprise des infrastructures qu'elle reçoit. Et le reste dont elle ne bénéficie pas directement, ça bénéficie à ce qu'on appelle la société. C'est quoi la société? Bah, c'est les gens dans une population, dans un pays, dans un périmètre géographique. La société française, c'est tous les gens. C'est qui? Bah, pour une entreprise, c'est tous les gens autres que l'entreprise. Donc, vous voyez le petit rond autour, là, en fait, la société pour une entreprise en France, c'est ses clients, ses investisseurs, ses employés, ses fournisseurs de rang 1, de rang 2, qui constituent la société. Alors, elle est en interaction avec un certain nombre en direct, elle est en interaction en indirect, et par exemple, il y a des gens sur les territoires dans lesquels vit la société qui ne sont pas bénéficiaires directs de l'entreprise, mais indirectement, grâce aux taxes, la vie de ces gens-là est possible par l'activité de l'entreprise grâce à l'argent que l'entreprise a collecté de ses clients qui retournent sur le territoire pour aller faire vivre des gens qui font partie de la société. Donc vous voyez que cette espèce de vision, peut-être même idéologique de l'entreprise est au service du vivant, régénératif et tout, c'est des mots qui peuvent être pas clairs et peut-être bizarres. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là. Et quand je me suis rendu compte du lien, je me suis dit, mais en fait, une entreprise qu'on vient de voir, une entreprise, c'est une machine à gérer des échanges entre des gens. Chaque échange doit être positif pour chaque interacteur. Et l'entreprise, c'est le lieu de ces échanges qui sont organisés d'une façon qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne quelque chose, un interacteur qui donne quelque chose à l'entreprise, ça va bénéficier à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que lui, qui en échange va donner quelque chose qu'il a, qui vaut moins pour lui que ce qu'il a reçu, mais qui va être utile à un autre pour lequel ça va être utile. Et vous voyez ce petit schéma, quand on le construit en dynamique, moi, ça me fait voir l'entreprise d'une façon différente, d'une façon dynamique, d'un outil, un artefact qui est créé dans le but de créer de la valeur pour chacune des parties prenantes par les échanges entre les parties prenantes. Ce qui inclut des échanges avec la société, puisque c'est tous les gens autour de l'entreprise. Les clients font partie de la société, et les gens qui ne sont pas clients, mais qui vont bénéficier grâce aux taxes à l'État, qui vont être plus vivants, qui vont être régénérés, c'est un peu le gros mot, régénérer, c'est être régénérer, c'est j'étais pas bien, je suis mieux après. Un client, il est mieux après avoir acheté et utilisé votre produit qu'avant. Donc l'entreprise l'a régénéré, rendu plus vivant, créé de la valeur pour lui. Donc tous ces mots-là se rejoignent. Et vous voyez que on a un petit modèle d'entreprise qui finalement est très simple mais très puissant et dans lequel je peux retrouver, je vous en parlais, la théorie des parties prenantes qu'on a reconstruite en 25 minutes, quoi, ou en 35 minutes. Il ne faut pas beaucoup plus pour expliciter la théorie des parties prenantes sans connaître Freeman. On peut retrouver tous les mots qu'on retrouve aujourd'hui dans l'entreprise qui sont très puissants de raison d'être. La raison d'être d'une entreprise, c'est le choix de l'entreprise de à quelle partie prenante je veux contribuer et quelles vont être les parties prenantes prioritaires pour l'entreprise. La raison d'être d'une entreprise, elle est toujours vis-à-vis de ses parties prenantes, et ça peut être une entreprise de l'économie néolibérale dont la raison d'être est d'enrichir ses actionnaires. C'est permis, hein.
Le truc, c'est que, alors il y a d'autres entreprises dont la raison d'être, je sais pas, il y a Danone par exemple qui s'est choisi, le groupe Danone qui s'est choisi une raison d'être qui est d'apporter la santé par l'alimentation. Donc, ils fabriquent des yaourts et de l'eau qui vont vendre à la grande distribution, qui va vendre aux consommateurs, qui vont se sentir mieux. Et Danone s'est défini comme autre raison d'être que financière, d'avoir un impact positif sur les consommateurs, qui sont des êtres vivants, qui vont être régénérés grâce aux produits Danone, avec la raison d'être, qui est une priorité, mais pour faire ça et pour atteindre sa raison d'être, bah, Danone a forcément besoin de créer de la valeur pour ses employés, de créer de la valeur pour ses fournisseurs, voire de créer de la valeur pour la nature. Là, il y a un truc qui est malheureusement aujourd'hui trop souvent déséquilibré. La nature, il semble que c'est la seule partie prenante, a priori, dont les entreprises ne se sont pas préoccupées en termes de création de valeur. Alors, il y a une raison simple, c'est que la nature ne parle pas. Tous les autres, qui ne sont pas contents, ils gueulent. Pardon. Ils parlent, ok? C'est des humains. Donc, à chaque fois qu'une partie prenante humaine n'est pas contente d'une interaction avec l'entreprise, elle va le dire. La nature, qui fournit généreusement, depuis toujours, aux entreprises, en direct ou en indirect, si elle n'est pas contente, elle ne parle pas. Et quelle est la teneur de l'échange d'une entreprise avec la nature? Bah, elle reçoit toujours des trucs, en direct ou en indirect. Qu'est-ce qu'elle reçoit en échange? En général, c'est pas propre. Pollution, etc. Rejet, sous-produits, déchets, en direct pendant la fabrication du produit et en indirect à la distribution, à la consommation et avec les sous-produits et les déchets de consommation. Donc vous voyez que les entreprises, souvent, n'ont pas conscience de créer de la valeur pour la nature, en ce sens qu'elles en tirent un bénéfice, mais que si on demandait son avis à la nature, probablement elle n'est pas contente de l'échange. Du coup, vous voyez, je suis en train d'enfiler un certain nombre de concepts, il y en a plein derrière. La RSE, le développement durable, le développement durable, c'est People, Planet, Profit. People, c'est la société. Profit, il faut bien amener de l'argent aux gens qui en ont besoin. Et Dieu sait qu'il n'y a pas que les investisseurs, puisque tous les autres en demandent. Le seul qui en demande pas, c'est le client, parce que c'est lui qui nourrit tout le monde, en argent, ok? Et il reçoit de la part des autres parties prenantes. Donc les deux parties prenantes spécifiques du développement durable, c'est la société, c'est tous les gens, et la nature, qui donne généreusement, et pour laquelle on n'a pour l'instant pas prévu. Mais derrière, du coup, on a le mot de régénération qui est un peu à la mode. Une entreprise devait être régénérative. Ça veut dire, c'est ma façon de voir, mais je vous la partage, ça veut dire donner aux vivants un truc pour les régénérer. L'entreprise devrait apporter à chaque interlocuteur vivant, humain ou pas, hein, la nature, les plantes, les petits oiseaux, les castors, je ne sais pas, régénérer la nature. Et il faudrait que la nature, pour qu'à terme, l'entreprise puisse durer dans le temps, il va falloir que la nature puisse continuer à lui donner ce dont elle a besoin, et ses parties prenantes, et donc que la nature n'épuise pas ses réserves. Donc une entreprise qui pilote bien à moyen long terme ses échanges avec ses parties prenantes devrait donner plus à la nature que ce qu'elle lui prend. Alors pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas. Le régénératif, c'est il faudrait que chaque vivant en interaction avec l'entreprise reçoive plus, soit plus régénéré qu'après avoir donné ce qu'il lui a donné. Vous voyez que du coup, on accroche à tout ça ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. On parle de comptabilité extra-financière parce que les flux en rouge, ils sont tracés dans les entreprises, il n'y a pas de problème. Ne serait-ce que pour être sûr que l'État reçoit bien les taxes qu'il veut bien et que les investisseurs reçoivent bien on trace tous les flux financiers. Il n'est pas compliqué de voir qu'il est
pas difficile, enfin c'est compliqué, mais pas insurmontable, de tracer tous les flux d'une entreprise avec ses interacteurs. C'est pas compliqué. Calculer la quantité de travail des employés, on le fait. Calculer, suivre et suivre ce que fournissent les fournisseurs, on le suit. Calculer ce qu'on donne aux clients, on le suit. Calculer ce qu'on reçoit des collectivités, ça on ne le suit pas, mais c'est faisable. Calculer les échanges avec la nature, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on en reçoit en direct ou en indirect? C'est traçable, c'est mesurable. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on transmet en échange à l'entreprise? C'est traçable. De l'entreprise ou en scope 1 ou en scope 3 quand on part. Donc vous voyez que la comptabilité extra-financière, c'est pas plus compliqué que la comptabilité financière sur les autres flux qui sont forcément traçables puisqu'ils traversent les frontières de l'entreprise. Ils sont traçables à chaque frontière. Et on a derrière la CSRD, la double matérialité. Il y a plein de sujets de la durabilité, du développement durable, de la sustainability qui sont autour de ça. Il y a un point là que je viens de vous mettre, c'est il se trouve que cette vision qu'on vient de créer d'une entreprise qui devrait créer de la valeur pour chaque partie prenante, c'est devenu une méthodologie. Il y a une démarche qui s'appelle Net Positive, que je vous invite à aller regarder et suivre, qui en fait a été, j'ai été absolument stupéfait de lire le bouquin qui s'appelle Net Positive, qui a été traduit en français il y a 1 an, je crois, et qui a été écrit il y a 2-3 ans par l'ancien PDG, le CEO du groupe Unilever. Petite boutique, hein, donc genre une des plus grosses entreprises du monde, multinationale, agressive sur le monde des FMCG, pour ceux à qui ça parle, donc des produits de grande consommation, les produits d'hygiène, enfin voilà, Unilever, c'est un monstre de la consommation. Et il y a 2 ans, 3 ans, en 2022, je crois, Paul Polman, qui était le CEO de Unilever pendant 10 ans, a fini son mandat de CEO, il est parti et il a écrit son bouquin Net Positive, qui est le résumé de ce qu'il a fait chez Unilever. Et le sous-titre du bouquin, donc c'est écrit par le PDG d'Unilever pendant 10 ans, c'est Net Positive, comment les entreprises courageuses deviennent florissantes en donnant plus qu'elles ne prennent. C'est-à-dire que le sous-titre en anglais, c'est How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take. Et ça, c'est le testament, le compte-rendu de 10 ans du PDG de Unilever. Le type a, pendant 10 ans, piloté le groupe depuis le premier jour de son élection par les actionnaires, le board de Unilever. Il a été élu par les actionnaires d'Unilever. Le premier jour, il a dit « Je vais piloter l'entreprise de façon, avec des indicateurs qui vont montrer que chaque interaction de Unilever avec ses interlocuteurs externes sera positive pour les interlocuteurs externes, tous, chacun. » Genre de première décision de Paul Polman, nouveau CEO de Unilever, donc il y a 12 ou 13 ans, quand il a été élu, il a dit à l'Assemblée des actionnaires, messieurs, merci, faites-moi confiance, vous allez pouvoir me garder longtemps, je m'en vais pendant 1 semaine ou 2, ou un peu plus, je ne sais plus, il l'a écrit dans le bouquin, pour bâtir le projet stratégique de Unilever pour les 10 prochaines années. Ça va être ma feuille de route. Et donc les actionnaires lui ont dit, bah, vous venez nous voir quand vous voulez. Et Paul Polman a dit, ah ben non, c'est pas avec vous que je vais le faire. Je vais bâtir le plan stratégique de Unilever pour les 10 prochaines années avec les deux Sustainability Officers du groupe Unilever. Donc il s'est isolé dans un chalet en montagne aux États-Unis pour aller bâtir le programme stratégique de Unilever avec les 2 responsables RSE du groupe. Ils sont revenus, première décision qu'a proposée Paul Polman
au board des actionnaires, hein, première décision, on arrête la publication du reporting financier trimestriel. C'est une boîte cotée aux États-Unis, et puis cotée lourd. La première décision qu'ils ont fait, ils ont dit on arrête de faire une comptabilité financière trimestrielle qui ne sert que aux actionnaires tous les 3 mois à vérifier s'ils ne vont pas aller investir plutôt ailleurs et comment ils vont pousser l'entreprise à gagner plus d'argent. Et il leur a dit stop, c'est terminé, on arrête. Et les actionnaires, ils ont dit mais alors quoi, vous nous donnez plus d'informations financières? Il dit si, mais une fois par an. Comme ça, le reste du temps, vous nous foutez la paix. Faites-moi confiance pendant 1 an. Je ne vous donne pas de chiffres sur combien vous allez gagner. Comme ça, vous ne jouerez pas avec nous et vous allez nous laisser faire notre boulot qui est, vous gagnerez de l'argent, mais on ne va pas piloter le groupe Unilever par l'argent. Dans le projet stratégique de Paul Polman, qui décrit dans Net Positive, il n'y a pas un indicateur financier. Pas un. Par contre, pour vous donner l'exemple, le premier indicateur financier qu'a dit le patron de Unilever, alors il y a en 2010, quelque chose comme ça, à toutes ses équipes dans le monde, hein, il y a des centaines de milliers de personnes qui bossent, il a dit « Messieurs, dames, je vous fixe un objectif qu'on a décidé avec mes collègues là, d'ici 10 ans, Unilever devra prouver, vous allez me prouver et aux actionnaires, que Unilever a contribué à amener dans une hygiène positive 1 milliard de personnes en plus dans le monde. Au boulot. Donc le KPI stratégique du patron d'Unilever, c'est démerdez-vous, d'ici 10 ans, vous me prouvez que Unilever a donné une hygiène positive, okay, sustainable, à 1 milliard de personnes en plus dans le monde. Et c'est devenu, et tous leurs indicateurs de performance stratégique sont tous des trucs comme ça. Quelle est la logique derrière? C'est une boîte pour faire du pognon, hein, ça c'est toujours le cas. Et de toute façon, s'il n'en fait pas au bout de l'année, il va se faire virer. Mais pendant ce temps-là, les gens de chez Unilever ont dû utiliser toutes leurs ressources pour agrandir le marché potentiel d'Unilever d'1 milliard de personnes en plus. Comment ils ont fait? Eh ben, ils ont été voir les ONG, l'UNESCO, l'UNICEF, et ils leur ont dit, vous qui connaissez bien les gens qui n'ont pas une hygiène suffisante, nous, on a un objectif de pouvoir prouver que Unilever a aidé des gens à passer d'une hygiène déplorable, insuffisante, à une hygiène correcte. Comment on peut vous aider, vous, acteurs de l'hygiène sur le terrain, à tirer 1 milliard de personnes de plus vers une hygiène positive? Et ils ont discuté. Et les gars leur ont dit, peut-être que vous vendez du savon, peut-être que vous pouvez nous filer du savon. Et ils ont dit, d'accord. Une seule condition, on vous donne le savon, il y a une seule condition, vous laissez la marque dessus. Donc Unilever a fourni aux acteurs du développement humanitaire de l'hygiène tous les produits nécessaires pour tirer 1 milliard de gens de non-hygiène à hygiène positive. Et donc ça leur a coûté de l'argent évidemment. Quand on retire le groupe, une image internationale, je ne vous raconte pas. Paul Polman est le seul CEO d'une entreprise multinationale à avoir été invité par l'UNESCO pour définir les 17 objectifs de développement durable. D'où ça vient? Vous imaginez le retentissement. Et tout ce milliard de gens qui ont acquis une hygiène positive, c'est devenu des clients d'Unilever, tout simplement. Alors, après, ils ont développé les produits qui vont bien. Il y a plein d'anecdotes dans le bouquin. Allez regarder, c'est extraordinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est ce petit exercice qu'on vient de faire, où en quelques dizaines de minutes, on se rend compte, on voit comment une entreprise peut créer de la valeur en absolument en créant de la valeur pour chacune de ses parties prenantes, en étant net positive perçue par la partie prenante pour chacune de ces parties prenantes. Ce truc est un peu théorique, c'est un peu bisounours, c'est un peu ouais, on va faire du bien autour de nous.
non seulement il y a des gens qui le font, mais Paul Polman, il l'a fait avant que j'ai mis au point le modèle. Il y a 12 ans que Unilever est piloté comme ça. Et il donne dans son bouquin tout un tas d'exemples de comment ils ont fait, parce que ce n'est pas une partie de plaisir, pour piloter un groupe multinational. Et il se trouve que ça a tellement bien marché qu'ils ont atteint le milliard de personnes en hygiène positive en 5 ans seulement et pas en 10. Et du coup, ça a accéléré tout le process et les actionnaires en ont bénéficié, puisque les marchés ont continué à grandir, ils ont pu vendre, ils ont vendu de façon rentable, ils ont continué à vendre comme ils savent vendre, et le bénéfice des actions et les dividendes a été tout à fait positif. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, il est 51, on arrive au bout. J'ai juste envie de vous montrer un truc, c'est qu'on a fait la modélisation de l'entreprise avec ses parties prenantes. Il est possible de faire la même chose à l'étage du dessous. Et vous voyez dans le triangle là, on voit des plus petits triangles et autour, on retrouve les mêmes parties prenantes. C'est-à-dire qu'il est possible dans une entreprise d'aller tracer les flux, ceux qu'on a vus à l'étage du dessus, hein, ceux-là. On peut zoomer à l'intérieur de l'entreprise et voir quelle est la création de valeur de chaque entité, même chaque acteur d'une entreprise, au sein des processus qui traversent l'entreprise, qui sont les flux qui traversent l'entreprise, qui sont transformés. Il y a le flux de matière entre les fournisseurs et les clients, qui passe par l'usine, qui passe par les employés, qu'il y a des semi-produits, enfin, vous voyez, et tout ça, ça peut être tracé, et on peut tracer dans une entreprise les flux et les acteurs dans les entreprises qui sont les acteurs de ces flux, et se rendre compte que dans une entreprise, chaque acteur ne peut faire son boulot à lui et être performant lui que si les acteurs en amont ont fait leur boulot, que si les acteurs en aval ont fait leur boulot, ont contribué à des effets nets positifs, à des impacts positifs régénératifs des parties prenantes, et on peut modéliser le rôle de chaque acteur. Alors oui, il y a la DSI qui est perdue un peu au milieu. Ben, la DSI, elle est là au service des acteurs qui interagissent avec les parties prenantes extérieures, par exemple pour permettre aux commerciaux de bien suivre comment les clients ont reçu les produits, ont donné l'argent, sont satisfaits et donc sont positivement impactés, ce qui permet d'aller aider les gens du marketing pour, vous voyez, donc la DSI est au service des acteurs qui sont au service des parties prenantes extérieures de l'entreprise. Et il est possible, je l'ai fait plusieurs fois, de retracer les process, de optimiser les process qui traversent l'entreprise en vérifiant que chaque décision et chaque projet dans l'entreprise contribue bien à la création de parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et la logique valeur que moi j'utilise depuis 25 ans, les méthodes valeurs, le value design, qui est la dernière évolution de ces méthodes, okay, où on s'est abreuvé de plein de choses, bah, elle est basée que sur ça. C'est quand on a un projet, que ce soit informatique, un nouveau produit, une nouvelle organisation, peu importe, n'importe quoi, eh ben, on va étudier comment le projet contribue à améliorer la valeur de quelque chose, une solution, en se demandant à qui elle sert et à quoi ça leur sert, avec quoi on rend ce service qui vient d'une autre partie prenante et comment on peut minimiser les ressources qu'on mobilise pour rendre mieux le service et donc créer une solution qui va être positive, régénérative pour les utilisateurs et bénéficiaires et minimiser les ressources qui viennent toutes de la nature et à travers les fournisseurs ou en direct. Donc ce moteur de raisonnement, le moteur valeur, sert à optimiser chaque projet, chaque décision dans l'entreprise. C'est possible en vérifiant que le projet fait du bien autour de lui, minimise les ressources pour faire du bien dans le processus qui doit faire du bien à chacune des parties prenantes externes en minimisant les ressources qui sont consommées, ce qui permet de créer de la valeur pour tout le monde.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, on arrive quasiment au bout du truc. J'ai envie de finir parce que quand je passe 2 heures, presque, mon Dieu, avec des gens, bah, j'aime bien vérifier si le temps qu'on a passé ensemble va avoir créé de la valeur chez vous. Donc, si on a bien atteint l'objectif, s'il reste des choses à faire, s'il reste des choses à faire, je suis à votre disposition pour aller plus loin, mais je crains que ce ne soit pas ce soir. Donc, je vous pose la question, avez-vous a priori atteint l'objectif de, bah, à partir de vos contributions, créer une nouvelle vision enrichie de l'entreprise, où on retrouve cette notion de création de valeur, et on retrouve et on intègre développement durable, transition, régénératif, net positive. Voilà, je vous laisse réagir, ça m'intéresse. Le petit cœur, il me va bien. Ça veut dire oui, a priori. Si vous avez envie de commenter un peu plus, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Continuons le dialogue. C'est cool. Je vais me mettre là, à ce stade-là, sur le chat. Il est 19h55, c'est bon. Moi, Donc, j'ai une petite question. je t'en prie. On parle de la valeur, mais la valeur, on est bien d'accord, elle peut être négative ou fausse, parce qu'il y a tellement d'entreprises qui Ouais, prennent donner de la valeur, mais finalement c'est faux et qui vont vendre ouais, des produits qui finalement nuisent absolument. à une des parties prenantes. Ouais. Et est-ce que ça, on arrive aussi à le mettre dans le modèle, on arrive Ben, en fait, à il se trouve calculer que ce net j'ai de travaillé positif ou plusieurs négatif? fois à des entreprises pour justement améliorer leurs offres de produits et que c'est à cette occasion-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne livraient pas l'utilité qu'ils croyaient et que donc ils ne créaient pas autant de valeur que ce qu'ils pensaient à leurs clients qui peuvent ne pas s'en rendre compte. Donc on peut vendre des produits où le client a l'impression que c'est positif, mais c'est pas vrai, et que du coup, l'entreprise en s'en rendant compte peut améliorer l'échange et faire un produit qui va être plus utile et rétablir la création de valeur. Il se trouve que si on ne crée pas de la valeur pour ses clients pendant un moment, à un moment, ils vont s'en rendre compte. Et là, le bâton va revenir très fort. Et du coup, il est possible qu'une entreprise, pendant un moment, ne crée pas de valeur, même pour ses clients. C'est possible. C'est pas durable. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est qu'en fait, même les entreprises peuvent absolument négliger l'environnement pendant très longtemps. C'est possible. Peuvent vouloir juste faire du pognon pour l'investisseur et pas payer les fournisseurs, sacrifier leurs employés, pas soigner leurs clients. Ça peut, mais c'est pas durable dans le temps. Ça peut pas. Donc, il peut y avoir un déséquilibre, il peut y avoir des créations de valeur pas positives. Ce qu'a fait Unilever et ce que ce modèle permet, c'est de décider d'aller mesurer la valeur qu'on crée pour chacune des parties prenantes et quand c'est pas assez, l'améliorer parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui est plus régénérée, elle va vous donner plus, ce qui va satisfaire plus d'autres parties prenantes. Il y a un cercle vertueux ou bien un cercle vicieux qui est s'il y en a une que je néglige comme la nature, un jour je vais le payer. Alors ça peut être très longtemps après. C'est une question d'échelle de temps. En fait, les parties prenantes à long terme, il est obligatoire de les respecter. Sinon, ça ne marche plus. Euh, Total Énergie, s'ils ne font pas gaffe, un jour, il n'y aura plus assez de pétrole. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne sont pas stupides, ils se retournent vers des énergies renouvelables. S'ils veulent garder leur business model autour de l'énergie, ils vont continuer à puiser dans la nature des ressources énergétiques pour les mettre à disposition et les vendre, mais ça sera des ressources renouvelables. Ça permet de garder le business de l'entreprise et de ne pas nuire au moins à la nature. Ce qui serait cool, c'est qu'un jour, on puisse aller prouver que les entreprises apportent plus à la nature que ce qu'elles lui prennent. Là, il y a un vrai challenge. On pourra en parler, mais c'est un autre sujet. Ouais. Bah, nous avons un peu comme nous avons l'habitude maintenant, nous avons Ouais. demandé à l'IA de ce Ah qu'elle en oui, pense. d'accord. Et donc, elle Super. dit que créer de la valeur générative pour les vivants implique de repenser profondément le rôle de l'entreprise dans son environnement social, écologique et économique. Donc, elle nous propose d'intégrer les principes régénératifs dans la mission de l'entreprise,
Ouais. que voilà, on a évoqué. Ouais. Collaborer avec la nature comme un partenaire, ne pas nuire mais régénérer. Développer les relations équitables avec les parties prenantes, éduquer, co-construire, innover pour transformer les modèles économiques, Ouais. mettre les vivants au centre des décisions, Eh, ouais, utiliser la technologie au service de la régénération, très important, ouais. partager la valeur créée, renforcer les synergies entre tous les vivants, Ouais. et voilà, c'est déjà pas mal. Bah, chapeau, hein, Lia. C'est pas Oui, con, hein. franchement, oui. Je- Alors, il y a un truc, moi, que j'ai entendu, mais vous l'avez sans doute pas entendu, c'est on dit il faut mettre l'humain au centre. Mmh. Mais c'est pas ce qui se voit dans ce schéma-là. C'est que c'est l'entreprise qui est au centre d'un Mmh. écosystème humain et qu'elle trouve sa place. Vous voyez, il y a une différence dans la façon de le dire. C'est pas mettre l'humain au centre, c'est rendre service à l'humain qui est dehors. L'entreprise, c'est pas humain. Une entreprise, ça n'est pas humain. C'est un artefact. C'est une organisation de gens qui ne sont pas l'entreprise. Il y Oui, a un en fait, vrai elle truc parle autour de là ça. d'une gouvernance Ouais. inclusive. Vous voyez, alors là, du coup, c'est piloter une entreprise, effectivement, gouverner une entreprise. Pourquoi ça devrait être fait juste par les représentants des actionnaires? Si on veut rendre service aux Ah oui, clients, si on faisait toujours. gouverner l'entreprise en écoutant, en faisant gouverner. Et la nature, alors vous savez, il y a la nature, il y a des entreprises qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de la logique et de faire gouverner l'entreprise par la nature. Vous connaissez peut-être Patagonia. Patagonia, Yvon Chouinard, qui a créé l'entreprise qui est très sustainable, il a décidé de donner toutes les actions de Patagonia à un fonds qui n'a comme unique destinataire que la nature. Donc Patagonia est gouverné par la nature. Alors à travers des gens qui la représentent. Évidemment, parce que c'est plus facile. Il y a d'autres boîtes qui ont mis, il y a des entreprises, une entreprise indonésienne dont je me rappelle que j'ai lu il y a quelques années, qu'ils ont mis dans leur board of directors, donc il y a les actionnaires et puis les représentants des directions, ils ont mis un orang-outan, un vrai, qui participe aux réunions de direction. Alors évidemment, il dit rien, et évidemment, il comprend rien, mais du coup, il y a représenté dans le board des directeurs qui gouverne l'entreprise, la nature représentée par un vivant, et on ne peut plus l'oublier en fait. Vous voyez, une entreprise indonésienne, si elle oublie l'orang-outan, c'est-à-dire qu'elle oublie le pays, la nature, la vie autour d'elle, et s'il siège au board de directeurs, ce qui est dingue, ça veut dire qu'on va tenir compte dans toutes les directions de l'entreprise, au plus haut niveau, du représentant de la nature. Et c'est pas utopique en fait, c'est tout à fait faisable. Il n'est pas impossible d'imaginer qu'une entreprise, alors il y a des formes d'entreprises dédiées, mais même dans une entreprise à capital, après tout, pourquoi pas, que les représentants du capital participent à la gouvernance, oui, bien sûr, mais que les représentants du client, les représentants de la société, les représentants des fournisseurs, les représentants des salariés participent à la gouvernance de l'entreprise, que leur voix soit prise en compte pour s'assurer que les décisions soient prises. Vous voyez? Et là, pour les BA, il y a un truc, moi, enfin, je fais le saut, on voit un truc très entreprise, alors qu'on est des acteurs de projet. Euh, Imaginez le jour où on doit vraiment faire la comptabilité des échanges de tous les flux de l'entreprise avec le monde extérieur, les relier, en faire du sens et en faire des indicateurs de pilotage de la satisfaction de toutes les parties prenantes. Là, SAP, il est dépassé, hein. Il va falloir inventer un nouveau truc, hein, pour aller faire de la comptabilité, de la traçabilité des données, des échanges à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Il y a des projets fabuleux. Maintenant, aujourd'hui, vous avez un projet je sais pas, de développement d'un nouveau CRM.
Bah, un CRM, ça devrait intégrer comment le client perçoit les échanges avec l'entreprise. Pas juste qu'est-ce qu'il a acheté et quel produit il a reçu et combien d'argent. C'est comment le client a-t-il perçu les échanges. Et du coup, ça va investir les gens du marketing, ça va, etc. Oui, on a à travers les outils informatiques, tous les échanges, si on veut les piloter et les gouverner, on a besoin d'informations. Donc, on a besoin d'outils informatiques, on a besoin d'une organisation sur tous les flux. Il faut qu'ils soient pilotés, il faut qu'ils soient gérés, managés, qu'ils soient reliés aux impacts sur les parties prenantes. Donc, ça fait je veux dire, ça fait un job pour les gens, les business analysts, qui me paraît super passionnant, quoi. Enfin, je parle trop, pardon, je ne sais pas s'il y a d'autres échanges. Je m'emporte. On peut passer 3 jours, hein, si vous me laissez, on peut, surtout si vous interagissez, on peut y passer 3 jours, ce que je fais régulièrement, mais on va a priori s'arrêter là. En tout cas, Il est moi, 20h06, donc ouais, je salue la réponse de l'intelligence artificielle qui, pour une fois, vous voyez, en fait, on est en train, je suis juste en train de me rendre compte que je suis super content parce que ce qu'on a redécouvert avec du bon sens et un outil valeur ressemble étonnamment à ce qui commence à se dire un peu partout sur ces thèmes-là. Et il y a une espèce de cohésion. Il se trouve que les outils que j'utilise moi, ils permettent de gérer ça dans les projets concrets. Donc de partager ce point de vue bienveillant en fait vis-à-vis des vivants et non plus une entreprise qui serait au combat, mais une entreprise qui est bienveillante, qui est au service de ses parties prenantes, qui sont au service les unes des autres. Hein, c'est ça l'idée. Donc c'est une entreprise qui est vachement positive, quoi, qui est un créateur de valeur par les échanges pour les gens et la nature et que les acteurs à l'intérieur de l'entreprise devraient être des contributeurs du bien-être des gens qui sont autour d'eux. Moi, ça me paraît hyper satisfaisant. Et ben, on a des outils pour le faire non seulement au niveau général, mais aussi au niveau de chaque projet. Donc, si ça vous intéresse, je partage ça volontiers. Mais c'est une autre histoire, comme disait l'autre. Parce qu'il est 20h06, 7. Donc, je vais me taire et je vais vous laisser aller faire autre chose. On en a perdu quelques-uns dans la bataille. C'est normal. Euh, on conclut là-dessus. Alors, juste une chose, et puis Christina, je laisse conclure, mais En euh, prie. nous allons avoir les prochains webinaires vont Ah bah venir oui. sur les outils et les approches du BA. Ouais, Donc, ouais. toi qui nous parle de tes outils et autres, on pourra très bien organiser quelque chose Volontiers. tu montres un petit peu ces outils-là, Ouais, comment ouais. matérialiser partie prenante, comment on peut sortir la valeur. Là aussi, on touche à des notions de valeur. Très souvent, on associe la Ah, valeur à un aspect financier. et oui. Ce soir, on a beaucoup parlé de valeur sous l'angle financier également. Euh, Bah, il y a ça, pas que. oui, mais pas que. Et en fait, c'est ça qui est Sinon, c'est trop court. Ouais. d'en parler parce que quand tu parlais des salariés, Eh oui. aujourd'hui, on a toute une jeune génération, tu parlais de Total, Eh ben ouais. on a toute une jeune génération qui a des valeurs, mais ce pas des valeurs financières, hein. Bah ouais. C'est des valeurs de recherche d'équilibre, de recherche Bah, bien sûr. également de raison d'être hein, dans ce qu'ils font, Eh etc. ouais. De Et sens. comment l'entreprise va devoir faire avec Ouais. ses futurs salariés, ses futures personnes sur le marché du travail Ouais. pour continuer, parce que s'il n'y a pas de salariés, il risque d'y avoir plus de produits de services et donc il risquera plus d'y avoir de clients. Et s'ils sont pas salariés quelque part, comment ils vont rester vivants? Parce que, tu vois, c'est pas idéologique en fait. Ce truc-là est pas idéologique. J'ai été faire la même chose avec des militants écolos et ils ont compris à quoi ça sert un investisseur. Mhm. Ah, mais c'est des outils. Tu Bon, vois, un maraîcher bio, s'il ne peut pas s'acheter son tracteur ou son camion pour le marché, bah, ouais, ouais. donc tu Mais vois, ce sont des on grandes peut questions. remettre les gens ensemble. C'est pas idéologique, ça recrée des liens entre les gens. Ouais, ouais. Ça En tout redonne cas, du tout sens. ça, s'il y a des outils que tu utilises, nous, on fera une joie Ah de ben, je fais partager ça tous les jours, volontiers. des outils simples hein, qu'on peut utiliser. C'est Ah un ben petit peu ouais, la grande thématique 2025 sur les prochains webinaires, c'est ok. revenir aux bases de la BA, c'est quoi la BA, c'est quoi les outils, revenir un petit peu sur toutes ces techniques hein,
Je rappelle Ouais. qu'au sein d'IBA, on a à peu près 250 outils et Ah bah technologies oui, référencés. On va pas tous faire, mais on va essayer d'en faire quelques-unes pendant toute cette année 2025. volontiers. Également les Ah, retours il y a celui que je viens d'utiliser, qui est un outil de modélisation qui est assez impressionnant. Un jour, je vous montrerai. Enfin voilà, on en reparlera. Ok, Christina, je te rends la parole. Merci beaucoup en tout cas, Olaf. Avec grand plaisir. Bah, merci à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez encore, j'imagine qu'il n'y a personne qui a de questions. Ça serait déjà arrivé. En tout cas, merci à tout le monde pour votre participation Ouais. et à très prochainement pour le prochain webinaire en février. Merci Vous serez Christina. Avec plaisir. avertis de la date. Et merci beaucoup à Olaf pour Avec grand plaisir. ce webinaire très intéressant. Bon, c'est gentil. J'espère que tout le monde a bien profité et que tout le C'est monde, top. comme tu as dit, a obtenu la valeur. Exactement. Ça y est, t'as chopé le truc. Exact. Le Ok, plus important. merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne Créez soirée à bien tout de le la monde. valeur là où vous êtes. Bonne soirée. Allez. Au revoir. J'arrête.